Karine Gronec-Morin, merci de nous recevoir dans vos bureaux au ministère de la Culture. Vous êtes inspectrice générale des affaires culturelles. On vous a chargé d'une mission qui a pour objet la démocratisation de l'accès à toutes les pratiques culturelles et la diversification des acteurs. Cette mission vous a été confiée par l'ancienne ministre de la Culture, Fleur Pellerin. À quelle situation fallait-il réagir? Je souligne que vous êtes responsable du Collège de la diversité culturelle. En fait, j'ai été nommée le 2 décembre 2015. Non, j'ai mis en place le collège le 2 décembre, mais ma nomination était un petit peu antérieure, en octobre 2015. Vous voyez que octobre 2015, c'est à la fois très proche d'une date qui va être très importante pour nous toujours, qui est le 13 novembre 2015 et l'attentat qui s'est produit au Bataclan. Mais en fait, c'est à la fois ce contexte sans doute de fragilité et d'attaque autour de la culture qui justifie ma nomination, mais pas seulement. Je pense que la ministre de la Culture qui a souhaité nommer un haut fonctionnaire en charge de la diversité au sein de son ministère. Je suis le seul haut fonctionnaire en charge de la diversité au sein de tous les ministères. Il n'y a que le ministère de la Culture qui s'est doté d'une personne qui est en charge de cette fonction. C'est surtout pour répondre, je pense, et vous l'avez dit tout à l'heure, à vraiment la forte ambition de démocratisation de la culture, faire en sorte que la culture réponde aussi à une dimension d'ouverture aux autres, plus fortement peut-être encore que ce ministère ne l'a été. Et bien sûr, il porte par essence même l'ouverture, puisque la culture, c'est la curiosité, c'est l'attention aux autres, bien sûr. Et donc, au-delà de cette altérité, je crois que la ministre de la Culture et le ministère qui porte cette forte ambition de donner accès à tous à la culture ont justifié la création de la nomination à ce poste. Plus concrètement, ces pratiques culturelles ont semblé au ministère trop restreintes à une classe sociale en particulier. Est-ce que c'est qu'il y avait peu de personnes qui fréquentent les institutions, les équipements culturels? Alors, c'est un sujet passionnant parce qu'à la fois, je pense qu'il y a la question bien sûr du public et donc de l'accès des citoyens à la culture. Et puis, il y a aussi le regard qu'on peut porter sur la manière dont on monte des productions, dont la diversité aussi est présente sur les plateaux, dans les institutions, dans les équipes qui dirigent les institutions, dans les directeurs, bien sûr, dans les nominations qui sont faites, et puis en interne. Donc il y a, vous voyez, plusieurs volets à cette mission qui m'a été confiée et que je trouve passionnante justement parce qu'il y a à la fois donc, une attention à avoir sur la diversité des personnes. Est-ce qu'on respecte la diversité qui est évaluée environ à 30% de la société française dans nos institutions, dans les équipes, en interne au ministère et à l'extérieur également, dans le secteur culturel, dans toute sa dimension. Il y a aussi la diversité des pratiques et vous qui portez très, très fort la dimension de diversité culturelle, vous à l'Observatoire, je pense que ça vous intéresse. Il y a bien sûr une attention que le ministère doit avoir pour s'intéresser, pour s'ouvrir à toute l'innovation qu'il y a aussi dans les pratiques culturelles. La diversité d'innovation et de création artistique, non seulement bien sûr dans les domaines un peu classiques, le théâtre, la danse, la musique, mais aussi les arts de la rue, mais aussi les arts du cirque, mais aussi les arts de la marionnette, toute forme, et aujourd'hui le numérique bien sûr. Et donc toute cette diversité, elle doit être portée par le ministère qui bien sûr dans le temps qu'il a mis à se construire avait plutôt désigné des formes un peu classiques. Il s'ouvre aujourd'hui
à d'autres formes, et ça c'est la diversité des pratiques culturelles. Et puis les pratiques amateurs aussi, parce que vous le sentez dans la mission qui m'a été confiée, il y a une grande dimension d'attention aux citoyens. Et donc se dire que bien sûr ce ministère il est fait pour accompagner une profession, pour accompagner les artistes, mais il est fait aussi pour accompagner, pour faire en sorte que tous les citoyens se sentent concernés par la dimension culturelle. Nous le sommes tous, assez naturellement. Mais pour que chaque citoyen se sente concerné par des démarches artistiques, le regard des artistes sur le monde, c'est vraiment essentiel pour faire avancer la société. Et donc, il y a cette dimension. Et puis, il y a une troisième dimension qui est très importante, c'est la dimension de diversité des territoires. Il faut que, bien sûr, voilà, et la diversité, les conventions de diversité culturelle prônent beaucoup cette dimension-là. Il faut qu'à Paris comme ailleurs, ici en France, mais aussi dans les Outre-mer, il y ait une possibilité pour tous les citoyens d'avoir un accès à la culture. Pour préciser votre mission, en quoi se distingue-t-elle de la mission de labellisation qui est conduite aussi au sein de votre ministère, mais qui est aussi conduite dans d'autres structures? Qui, en fait, a fait l'objet d'une démarche pour le ministère des Finances en premier. Ah, d'accord. En 2009, c'est le premier ministère qui a été labellisé de diversité, une labellisation AFNOR, donc c'est un certificat extérieur et qui conduit l'institution à avoir une démarche qualitative et quantitative de sa diversité. Les ministères sociaux aussi, bien sûr, la santé, les affaires sociales qui ont aussi une labellisation. Et ici en interne, donc dans cette grande mission sur la diversité, le ministère a souhaité aussi en interne être labellisé. Donc il y a en ce moment une préparation de candidature à cette labellisation. C'est en parallèle en fait, mais ça concerne alors là vraiment uniquement l'organisation du ministère, la manière dont ce ministère de la Culture va... D'ailleurs, c'est une double labellisation. Elle est diversité et elle est aussi égalité professionnelle femmes-hommes. Donc ça se travaille dans la candidature avec, bien sûr, la direction des ressources humaines, avec chaque direction, mais portée beaucoup par la direction des ressources humaines. C'est une mission qui est autonome de ma mission, mais avec laquelle on dialogue beaucoup parce que c'est très intéressant d'abord d'avancer sur les exigences de cette certification AFNOR. Il faut vraiment répondre à un certain nombre de critères et donc et trouver les bons indicateurs pour bien mesurer. Vous savez qu'on n'a pas le droit de mesurer. Oui, c'est ça. C'était d'ailleurs une des questions qui sont dans votre comité que vous avez formé. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Il y avait 3 comités de travail, groupes de travail, inclusion et citoyenneté, mesures et récits et sémantique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conclusions dans chacune de ces comités? Alors, on n'en est pas encore aux conclusions, mais on a fait une première étape parce que dans la feuille de route que j'ai rédigée au tout début de la mission, il y avait les 3 axes dont je vous ai parlé, diversité des personnes, diversité des territoires, diversité des pratiques. Et associés à ces 3 axes, nous avons donc, c'est vrai, organisé au sein du Collège de la diversité, qui est composé à la fois de personnalités qualifiées, une vingtaine de personnalités qualifiées, mais aussi de 8 établissements publics qui représentent les établissements publics, et puis des représentants de toutes les directions du ministère de la Culture. Vous voyez que c'est un collège qui est assez fort. Avec les personnalités qualifiées, c'est vrai, il y a eu l'organisation de 3 groupes de travail. Un groupe de travail en lien avec la diversité des personnes, sur la mesure, comment, et là nous travaillons avec le CSA, avec France Télévisions, avec les médias, parce qu'ils avancent beaucoup sur ces questions, avec le défenseur des droits aussi, que nous avons consulté. Et donc ça c'est toute la difficulté et en même temps le défi qu'il faut relever de pouvoir à la fois utiliser des enquêtes qui existent déjà, et notamment l'enquête qui s'appelle Trajectoire et Origine, qui a été faite à la fois par l'INED et par l'INSEE, et qui permet d'avoir suffisamment de chiffres pour qu'on puisse avoir des références, pour dire, voilà, d'une manière assez générale, il y a 30% de la population sur 2 générations précédentes qui sont issus de la diversité. Donc comment on retrouve ce chiffre-là
dans tous les secteurs. Et nous, pour nous, le secteur culturel. Et ça interroge, ça permet de... Donc ça, c'est la première étape de ce groupe de travail sur la mesure qu'on a monté. Et ce sont des conclusions que nous avons présentées à la ministre. Il y avait dans la feuille de route, au bout de 6 mois d'existence, la présentation de premières actions et premières préconisations à la ministre, et ça s'est déroulé donc de 2 juin, le 2 juin de cette année, auprès d'Audrey Azoulay, qui a pris cette mission aussi, d'abord qui préside ce collège, hein, moi je l'anime, mais elle le préside, et bien sûr, elle est entrée avec beaucoup d'intérêt sur cette activité. Donc nous lui avons présenté ses premières préconisations. Le groupe récit et sémantique aussi, oui, qui est lié à l'axe sur la diversité des pratiques culturelles, hein, comment les artistes s'emparent du récit, de leur récit, de leurs origines, de leur histoire, pour communiquer dans leur pratique artistique avec le public, comment ils utilisent aussi leur récit dans leur pratique artistique. Ça, c'est vraiment tout à fait passionnant. On a travaillé avec un groupe de travail qui est composé beaucoup plus d'artistes que dans les autres, hein, c'est vrai, parce que ça concerne vraiment la démarche artistique. Et on a pu constater qu'en fait, il y avait à la fois peut-être un manque de prise en compte, notamment de toute l'histoire coloniale. Ça, c'est revenu très très souvent dans les échanges que nous avons eus, et nous l'avons transmis bien sûr à la ministre. Il y a eu un silence ou une méconnaissance en tout cas de nos histoires coloniales, qui ont fait que c'était compliqué, difficile pour les générations qui sont arrivées, les générations d'immigrés, mais les générations d'outre-mer aussi, ou des générations de déplacés, hein, lors de notre histoire, et notamment post-coloniale, qui fait que ça n'a pas fait partie toujours du récit national. Et la troisième axe, c'est sur la citoyenneté et l'inclusion. Et vous, Fulvio, vous avez beaucoup participé, et je vous en remercie, parce que c'est précieux d'avoir les membres du collège très actifs sur la réflexion. Et là, nous avons à la fois été à Rennes, dans un lieu tout à fait alternatif, qui n'est pas encore défini d'ailleurs, même par la ville de Rennes, qui veut chercher la bonne manière de s'adresser aux citoyens avec des gestes artistiques, mais d'une autre façon. Et donc ça, c'est une démarche tout à fait rennaise. Et puis nous sommes allés aussi sur cette dimension dans un autre lieu. Non, on a travaillé ici à Paris, au ministère de la Culture, avec des membres tout à fait actifs. Je pense à Catherine Blondeau au Grand T, à Nantes, qui cherche aussi dans sa démarche, bien sûr, de programmation, à programmer dans toute la diversité, mais qui cherche aussi une autre manière de s'adresser aux citoyens, aux habitants, qu'on a trop souvent nommé public seulement. Et je pense qu'il faut un peu dépasser ça, parce que derrière tout cela, il y a la préoccupation. C'est pour ça que j'ai démarré tout à l'heure par les attentats, parce que à la fois, bien sûr, la démarche sur sa diversité n'est pas uniquement liée à ce qui se produit malheureusement dramatiquement sur nos territoires en ce moment, mais la dimension très forte qu'on doit vraiment avoir toujours en tête, c'est ce décalage vers le repli sur soi qui existe dans toutes les générations, malheureusement, des jeunes aux plus anciens, dans toutes les catégories sociales, et que la société doit interroger. La France fait partie de l'Union européenne. Est-ce que vous vous êtes inspiré des bonnes pratiques à cet égard qui se font justement au sein de l'Union européenne, même si cette union est en crise aujourd'hui, comme on dit? Oui, mais il faut toujours espérer que l'Europe soit notre réponse. Ça, je pense que c'est très important. Les textes fondateurs sur lesquels on s'est appuyé pour écrire la feuille de route, pour travailler au quotidien, pour travailler aussi avec les groupes de travail, ce sont bien sûr la déclaration
des droits de l'homme. Oui, D'abord, sûr, la oui. déclaration de 48 aussi, Oui. qui ajoute la dimension culturelle de manière très forte. Mhm. Et puis, les déclarations UNESCO, celle de 2001, celle de 2005, Oui, avec la oui. Convention UNESCO, sur laquelle vous Oui. aussi vous vous êtes basé, Oui, et, oui, oui. et c'est très important. Alors, Mais aussi sur des dimensions plus européennes, avec des démarches comme la démarche qui concerne la Convention Faro, par exemple, ou d'autres conventions qui existent, celle de 2007, celle de 2008. Je cherche tous les textes, et donc nous sommes aussi appuyés sur des démarches intellectuelles, comme celle de Patrice Meyerbeach, Oui, oui. ou même chez nous ici, Jean-Michel Lucas, Oui. des personnalités au niveau européen, chez les Belges, à Fribourg, Oui, oui. en Suisse. Il y a autour des droits culturels, et on peut aborder cette question aussi, c'est une question, maintenant que cette dimension est inscrite dans la loi, ici aussi en France, il faut que nous travaillions sur cette question. Vous parlez de la loi NOTRe. Oui, oui. Comment voyez-vous l'articulation des droits culturels avec Moi, je pense qu'il n'y a politique pas... publique nationale? Oui, c'est vrai que cette dimension et toutes ces interrogations que nous, sur lesquelles nous échangeons constamment au sein des groupes de travail, elles sont, c'est vrai, extrêmement liées à la définition d'une nouvelle étape des politiques culturelles. Alors justement, est-ce que le ministère pèse peu? Il pèse beaucoup, en fait, je pense. Bon, alors pourquoi? Parce que, vous savez, moi je suis issue des territoires. Vous avez été élu. Oui, tout à fait. Donc, bien sûr, je pense que tout ce qui s'est passé sur les territoires est extrêmement important, et peut-être a pris un petit peu d'avance dans la relation aux citoyens. Ça, c'est une évidence, puisque la décentralisation, c'est se rapprocher des citoyens. Donc, bien sûr, il y a cette dimension. Mais l'État est resté quand même celui qui impulse et celui qui permet aussi au territoire de prendre du recul. Vous parliez tout à l'heure de la pression qu'il peut y avoir sur un territoire entre les élus locaux et les institutions culturelles et les artistes. C'est vrai qu'il faut vraiment organiser ces relations. Parce que c'est formidable. Est-ce que l'État a toujours levier? Oui, il a toujours ce levier, mais dans le contexte justement de la décentralisation, où les élus ont repris, où les territoires... Mais c'est un dialogue constant, vous savez, qu'il doit y avoir entre l'État et les collectivités territoriales. Et le ministère de la Culture fait d'ailleurs une exception dans l'organisation du gouvernement, parce que c'est le seul ministère qui a en son sein un conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel. C'est un comité qui est constitué de toutes les directions du ministère de la Culture, du ministre bien sûr, de son cabinet, mais des directions. Et en dialogue se trouvent toutes les associations d'élus. C'est un comité c'est un conseil qui a été créé par Catherine Trottmann, qui a été ensuite un peu négligé, mais qui a été remis en activité en 2008, et qui fonctionne très bien, et c'est le lieu de dialogue. Et moi je crois beaucoup à ce lieu-là, parce que bien sûr pour la culture comme pour d'autres secteurs, c'est très important que la décentralisation puisse œuvrer, parce que vous le savez, la culture fait partie des compétences qui sont des compétences partagées pour tous les niveaux de collectivité. Il n'y a pas une compétence spécifique qui sera adressée à tel ou tel niveau de collectivité. C'est partagé, mais en même temps, il faut que ça soit toujours en dialogue, parce que ce n'est pas une compétence obligatoire. Le seul compétent en la matière, c'est l'État. C'est l'État qui est compétent. En quoi l'article 103 de la loi NOTRe vient affirmer cette compétence? Elle l'a fait, elle institutionnalise à cet égard. Elle institutionnalise la compétence partagée, et ça a été un vrai combat. Parce qu'il y avait un flou. Oui, ça a inquiété beaucoup le secteur culturel, parce que dans ce moment où les finances publiques sont moins importantes,
on peut craindre, et ça se produit d'ailleurs dans certains territoires, que certains élus décident de ne plus financer la culture parce que ce serait soi-disant la cerise sur le gâteau, alors que c'est essentiel à la construction d'un territoire, au développement d'un territoire. On peut citer plein d'exemples. Comment mettre en musique Mais justement, je crois que la démarche du ministère à travers... avec cette nouvelle loi NOTRe qui a été votée en août 2015. Oui, oui. Et c'est très important à la fois que la compétence partagée soit assumée, reconnue, et qu'elle soit aussi soumise au respect des droits culturels. Je crois que vous savez que c'est aussi une dimension très importante d'avoir inscrit cette notion on n'a pas encore tout à fait défini ce que sont les droits culturels et à quoi ils se réfèrent. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut une attention aux citoyens. Il faut que les politiques culturelles, aujourd'hui, elles soient plus attentives qu'elles ne l'ont été aux démarches des citoyens. Non pas pour dire qu'il faut répondre à la demande de tout ce que les citoyens, sinon évidemment on pourrait être dans la dérive. Voilà, ça pourrait être une dérive très très forte et ce serait tout à fait dommageable pour une belle politique culturelle parce qu'il faut rester dans une exigence. Donc, quels sont les dosages? Tout ça, c'est dans le dialogue. C'est pour cette raison que je vous faisais part de ce Conseil des collectivités parce que je pense que c'est dans le dialogue avec les collectivités. Vous savez que l'État aussi signe depuis 2 ans des pactes avec les collectivités qui sont vertueuses, qui s'efforcent à garder... Mais la vertu, c'est une belle qualité, mais... Il faut au moins valoriser ceux qui sont vertueux. Oui, très bien, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, fondamentalement, la question qui me revient en boucle dans mon esprit, c'est est-ce qu'une politique culturelle peut-elle être n'est-elle pas en contradiction avec une politique justement de la diversité? Il n'y a pas une politique nationale. Qu'est-ce qu'une politique culturelle nationale? Oui, une politique, bien sûr, mais si elle est attentive, cette politique culturelle nationale, à toute la diversité des pratiques sur les territoires, si elle s'oblige à être non pas l'endroit où on dicte les bonnes pratiques, mais plutôt l'endroit où on reçoit tout ce qui se passe sur les territoires et on partage les expériences. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre une bonne politique nationale et le respect de la diversité des territoires, parce que c'est l'essence même d'une pratique nationale. Et comment l'envisager dans un contexte où justement la culture, à travers les réseaux sociaux, se transforme en vitesse grand V, et les pratiques aussi passent souvent par les réseaux sociaux notamment, et c'est une vraie révolution culturelle. Oui, c'est une vraie révolution, et notamment, c'est vrai, vous avez raison de le dire, par les réseaux sociaux, parce que il y a vraiment toute une dimension de pratique qui échappe aux institutions. Mais moi, je pense que c'est une valeur ajoutée, que chacun puisse s'exprimer, s'épanouir. La culture, c'est avant tout l'émancipation. C'est l'émancipation de chaque être. C'est vraiment faire en sorte que chacun de nos concitoyens puisse trouver un équilibre, une raison de vivre. Vous savez, quand même, nous le savons tous, le passage de chacun d'entre nous dans cette société, il est éphémère et on doit chacun se trouver une bonne raison d'être actif, d'être heureux avec les autres, de trouver une dimension une raison, une bonne raison. Et la culture, elle participe de ça. Elle est un des instruments, un des outils qui permet à chaque individu de sentir qu'il est utile aux autres. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et je ne pense pas qu'on puisse opposer toutes les démarches novatrices que le numérique emmène. Il faut juste avoir une attention, ne pas les négliger et surtout pas les mettre de côté. Au contraire, il faut les associer à des démarches plus traditionnelles
de pratiques artistiques d'artistes, de démarches quelquefois solitaires, mais pour les autres. Enfin, et donc je pense que c'est ce moment très important où on ne doit pas déraper, vous avez raison d'alerter et de dire il faut être vigilant. On ne doit pas déraper, mais c'est un moment formidable aussi parce que avec les nouvelles technologies, avec le numérique, avec les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes gens se sont ouverts à des musiques qu'ils ne connaissaient pas, et donc même à des œuvres d'art, à des pratiques artistiques qu'ils ne connaissaient pas. Et donc ça, c'est un atout. Il faut juste qu'il y ait une éducation qui soit très forte. Et donc je reviens, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que dans les groupes de travail, bien souvent, la formation est quelque chose qui est évoqué de manière très forte, la formation des jeunes, mais la formation continue aussi tout au long de la vie, parce que c'est quand on est éduqué, quand on a les outils aussi nécessaires à la réflexion, à l'œil critique, à ne pas tout croire de tout ce qui est écrit ou raconté sur les ondes. Et la culture, c'est ça aussi. Donc c'est une dimension éducative de la culture qui est très importante. C'est pour ça que ce ministère, d'ailleurs, a mis une priorité à l'éducation artistique et culturelle. Et c'est très cohérent, en fait, de travailler sur l'éducation artistique et culturelle, de favoriser la diversité, d'ouvrir les lieux à d'autres pratiques. Tout ça, c'est une démarche qui est en cohérence avec l'évolution de la société, vraiment. Et alors, est-ce que c'est dans votre organisation que vous allez faire en quelques mois, ministre Azoulay, peut-on considérer que ce sont des éléments d'une politique publique de la diversité culturelle? Alors, moi, je ne suis pas missionnée pour revoir toute la politique publique du ministère de la Culture, mais dans tous les cas, je crois que les membres du collège sont extrêmement désireux de faire passer le message que c'est par la diversité que la culture aussi trouvera sa place. Et en fait, en tirant les fils de toutes les dimensions dont on a parlé à l'instant, nous nous rendons compte que c'est vrai, nous interrogeons en fait le cœur même d'une politique culturelle, parce que la diversité, elle interroge les pratiques, elle interroge les gens, elle interroge l'histoire, c'est très important, la mémoire, et que du coup tout ça, ça fait vraiment partie. Alors moi je suis beaucoup plus modeste, je remplirai ma mission comme on me l'a demandé pour faire vivre la diversité, mais je pense oui que si nous formulons bien nos préconisations et si nous les accompagnons d'actions concrètes sur le terrain, dans les institutions, ça permettra, je pense, à faire évoluer la politique culturelle, oui, mais comme d'autres choses, mais c'est important. Et en rapport avec l'Union européenne, parce que vous voyez bien que c'est une question... C'est vrai, comment, puisque c'est une question capitale, puisqu'on aussi, pour l'Union européenne, nos histoires nationales, elles se recoupent. Oui, bien sûr. Des siècles et des siècles. Ouais. Donc, comment faire... parce que, bon, je ne sais pas votre ressort, mais si on réfléchit à moyen long terme, comment voyez-vous l'évolution de cette mission qui recoupe bien sûr des thèmes, des sujets, comment dire, un territoire bien particulier, avec avec les exigences pour l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, de devoir de mettre en place une politique. Mais vous savez, la diversité. Alors, mais ça veut dire aussi transformer le regard qu'on a avec de l'État-nation, qui bien sûr, peut-être doit aussi évoluer à cet égard. Là, vous questionnez, c'est vrai, la grande question européenne, mais la diversité culturelle, le terme diversité culturelle, il est né d'une réflexion européenne. Vous vous en souvenez? Oui, oui, des années 90. Voilà, pour éviter l'exception. Voilà, parce que l'exception culturelle devenait une notion qui fermait en fait qui enfermait le secteur uniquement sur le marché et qu'il fallait et puis parce que la France portait beaucoup cette notion-là, il fallait élargir la dimension et c'est dans ce moment-là que
la notion de diversité culturelle a trouvé toute sa place, où à la fois elle indiquait qu'il fallait, c'est vrai que la culture se trouve hors du marché dans certains domaines, et c'est très important, mais à la fois qu'elle soit aussi le lieu d'ouverture aux autres. Ça, c'est une dimension qui n'a pas toujours été inscrite dans les textes européens. Maintenant, ça l'est de manière plus importante. Mais vous voyez bien encore qu'il y a beaucoup à faire au niveau européen. Au niveau européen, il n'y a pas, et moi je le regrette beaucoup, parce que je pense que la commission culture, notamment du Parlement européen, et même au sein de la Commission européenne, la direction qui s'occupe de l'éducation et de la culture, n'ont pas vraiment trouvé encore leur place. Alors que, on le sait, cette dimension-là, elle est très forte pour construire l'Europe aussi. Parce que les jeunes Européens, ils se retrouvent aussi sur des bases culturelles qui sont les mêmes. Et on n'a pas assez travaillé cette question. Moi, j'avais écrit une note il y a quelques années qui disait « Citoyens, cultivez l'esprit européen ». C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'à travers la culture, on arrive à construire une dimension qui soit basée sur le socle, bien sûr. On a un socle commun qui est vraiment assez clairement identifiable, mais on se noie, c'est vrai aujourd'hui, par... Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Vous y êtes attaché ici, mais... Ça, c'est une autre mission, c'est une autre mission, mais il faudrait que... Par exemple, est-ce que votre mission est en concordance, est en écho avec d'autres missions qui se font dans d'autres ministères de la culture en Europe? Non, c'est une bonne question, mais moi, je vais y travailler parce que pour l'instant, vous savez, elle est toute neuve, la mission, ici au sein du ministère de la Culture. Et la suite? Elle pourrait, être, ça pourrait être une proposition, et ça pourrait émaner d'ailleurs du Collège de la diversité. On pourrait indiquer que la dimension européenne est aussi une étape à franchir pour l'instant, je dois le reconnaître, nous n'avons pas inscrit cette dimension-là de manière très importante, si ce n'est dans les textes de référence, je vous le disais, bien sûr. Mais on n'a pas travaillé sur cette question parce que, pour l'instant, c'est vrai que la demande, elle est tout à fait nationale. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup que vous disiez ça. C'est bien sûr une dimension qu'il va falloir aborder, et même au niveau international. J'ai pris contact, bien sûr, avec des réseaux internationaux, parce que c'est important d'avoir aussi des retours de réseaux internationaux, mais sur cette dimension européenne, tout est à faire. Bien, écoutez, c'était une bonne conclusion. Merci, Karine Douanec-Morin. Merci à vous, Fulvio, et merci à l'Observatoire de la diversité culturelle.